Vous en avez l'habitude, vous avez une page Facebook, vous communiquez avec les Congolais et nous suivons de près la manière dont les Congolais réagissent. Et ce soir, vous serez encore en face de ces Congolais pour parler franchement sur des questions qui taraudent les esprits. Nous allons, au cours de cette émission, décrypter les enjeux géopolitiques de l'heure, en commençant par le discours qu'a tenu le président Paul Kagame lors des 32e commémorations du génocide. Nous allons également parler de l'affaire ou du dossier du fils Habyarimana que vous avez reçu, que la RDC a reçu ici. Et nous allons également faire un tour pour aussi éclairer la lanterne de l'opinion publique sur la venue des migrants ici dans notre pays et également évoquer la question de Joseph Kabila, l'ancien président de la République. Mais sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Nous allons co-présenter cette émission spéciale avec M. Ambroise Mamba. Ambroise, bonsoir. Bonsoir Josette. C'est un plaisir de partager aujourd'hui les plateaux avec vous. Le plaisir est partagé. Voilà, c'est cette envie à nous dévorer tellement, de pouvoir avoir nous deux, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Une fois de plus, bienvenue dans cette émission. Merci. Alors nous allons d'abord commencer par cette question de l'heure concernant les accords de Washington qu'on a tous applaudis, même bien accueillis par les Congolais. Mais aujourd'hui, nous voudrions savoir où en est-on avec la mise en œuvre de ces accords. Où en est-on aujourd'hui? Parce que le peuple congolais se pose la question. Merci beaucoup. Laissez bien que je vous retrouve ce soir pour répondre au travers de vous aux questions des millions de Congolais qui nous suivent dans le cadre justement de notre disponibilité permanente à être redevables du pouvoir que les populations congolaises ont conféré principalement au président de la République, ensuite subsidiairement à travers le président de la République, à la première ministre et à nous tous. Mais bien avant d'ailleurs que je vous réponde sur Washington, je voudrais vous annoncer en primeur la bonne nouvelle de ce soir, c'est que la République démocratique du Congo vient de lever pour la première fois de son histoire des eurobonds, donc des titres qui nous permettent aujourd'hui d'avoir 1,250 milliards qu'on a levé. Alors vous allez me dire que 1,250 milliards, ce n'est pas suffisant pour nos projets, mais ici c'est un tournant parce que ça vient couronner tous les efforts portés pendant plusieurs années par le président de la République, la première ministre en termes de l'amélioration de la notation du pays, le ministre des Finances qui a été particulièrement à la tâche tous ces derniers 6 mois a pu, en France, à Londres, à Washington, faire des roadshows pour présenter justement la République démocratique du Congo dans tout ce qu'on a d'attractivité de par notre capacité à porter de projets. Et donc, j'aurai peut-être l'occasion de revenir avec lui dans un briefing dédié, mais il faut noter que les progrès que le président de la République souhaite pour la République démocratique du Congo, les graines que nous plantions hier ont commencé à porter de fruits. Et je pense que le premier eurobond qu'on lève de l'histoire d'ailleurs de ce pays aura un effet catalyseur qui nous permettra de mobiliser davantage de milliards pour assurer le développement de notre pays. À court, à moyen terme, à long terme? Écoutez, je crois que c'est un effet immédiat. Donc je crois qu'il y a eu les annonces qui ont été faites par le ministre, donc les investisseurs se sont engagés à donner ces financements en République démocratique du Congo, évidemment dans des conditions bien définies, avec des taux qui sont assez réduits. On aura l'occasion d'aller de plus en plus dans le détail avec le ministre des Finances lui-même, mais je ne pouvais pas ne pas commencer ces plateaux de redevabilité avec cette bonne nouvelle que les Congolais doivent accueillir avec joie, parce que nous aurons ici des ressources qui nous permettront d'investir pour l'électricité, pour les infrastructures et tout ce qui va aider les pays à aller vers la dynamique de développement. Alors, pour revenir sur votre question sur les accords de Washington, j'espère que vous-même, vous avez pris le soin de les lire parce que c'est la recommandation principale. Ouais. Parce que malheureusement aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la tradition du buzz ou de la rapidité, on ne prend pas toujours les reculs qu'il faut. Moi, j'ai toujours recommandé aux Congolais de lire cet accord. Parce que cet accord, Madame Josette, c'est un accord du futur. Cet accord, ce n'est pas pour le président de la République, ce n'est même pas pour nous, gouvernement.
c'est pour le peuple congolais. On sait que cet accord vient, non pas seulement, ces accords ne viennent pas seulement régler un problème de sécurité qui nous plombe depuis plus de 30 ans, mais cet accord vient jeter les bases d'un partenariat stratégique consolidé avec le gouvernement américain qui pourra, à travers le travail qu'il fera avec la République démocratique du Congo ou les investissements qu'il fera, contribuer à accroître sa puissance et nous permettre de dégager des ressources pour faire notre développement. Ces accords ont été signés ou paraphés par les présidents de la République le 4 décembre 2025. Lorsque nous sommes partis à Washington, il y avait 2 volets dans la mission. Il y avait le volet qui concerne le processus de paix avec le Rwanda, avec les Américains au milieu. Et ensuite, il y avait le volet de l'accord de partenariat stratégique qui concerne la République démocratique du Congo et les États-Unis. Pour en venir, parce que vous voulez savoir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans l'application de l'accord, pour en venir dans l'accord de paix, vous avez vu que récemment, à la suite des événements d'Uvira, parce que nous connaissons, vous savez, le premier acquis de cet accord de paix avec le Rwanda, c'est que pour la première fois en 30 ans, nous avons dans un cadre bilatéral, pour ne pas dire trilatéral avec les médiateurs, le Rwanda, qui reconnaît qu'il est parti en conflit en République démocratique du Congo. Le Rwanda, c'est une tradition de déni, une tradition de mensonge. Le président rwandais, on aura peut-être le temps de revenir, n'a jamais dit à son peuple qu'il faisait une guerre au Congo, mais comment ça s'explique qu'il signe un accord de paix. Le premier acquis, c'est même la signature de cet accord. Et dans cet accord, il y a un accord, il y a une annexe. L'annexe, c'est le cadre d'intégration économique régionale qui nous permettra, lorsque la paix sera restaurée, d'avancer vers des projets économiques, parce que qu'on le veuille ou pas, la première contrainte qu'on a avec le Rwanda, c'est que le Rwanda sera toujours voisin de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que, comme nous le disons souvent, nous n'avons pas des problèmes avec le peuple rwandais, mais nous avons des problèmes avec le régime criminel du président rwandais qui pensent qu'ils peuvent continuer à construire leur pays sur des sangs de Congolais. Nous aurons encore une fois de plus l'occasion de revenir. Et donc aujourd'hui, nous pouvons considérer, sur le volet, vous allez y arriver, sur le volet du processus de paix, nous avions pris des engagements, des part et d'autre. Et le Rwanda, dans le cas des opérations, de l'opération qui a conduit à la chute d'Uvira, le Rwanda n'avait jamais autant déployé des dispositifs militaires en une année qu'en attaquant Uvira. Et pourtant, nous étions déjà signataires de l'accord du mois de juin 2025. Souvenez-vous que c'est la ministre Kaikwamba qui l'a signé avec le ministre rwandais des Affaires étrangères ou des réseaux sociaux. Et donc là, nous avions déjà ces accords qui devaient produire les résultats. Vous avez vu que le président rwandais a contrevenu et les Américains l'ont sanctionné. Mais, Monsieur le ministre, la question se situe au niveau de la mise en œuvre de ces accords. Cet accord en bilatéral avec les États-Unis, le partenariat stratégique, dans la compréhension du Congolais lambda, serait compris comme l'élément catalyseur de la mise en œuvre de l'autre accord de paix signé avec le Rwanda. Il faut faire la nette démarcation. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que nous étions... N'oubliez pas que nous avions déjà des relations économiques avec les États-Unis. Je ne voudrais pas revenir ici sur le partenariat privilégié que nous avons avec les Américains. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons, nous, des ressources, des critical minerals, comme on dit en anglais, dont les Américains ont besoin, y compris pour leur industrie de défense. Et donc, il y avait un besoin pour eux, pour nous, de nous mettre ensemble dans les cadres de ces projets que nous avons en commun. Mais ici, dans ce que j'expliquais précédemment, il y avait 2 dimensions. Il y a la dimension stratégique, ça veut dire sécuritaire, qui pour nous est primordiale, parce qu'on ne peut pas, et c'est écrit noir sur blanc dans l'accord, en tout cas pour ce qui concerne l'accord de paix avec le Rwanda, on ne peut pas avancer vers plus d'économie si on n'a pas réglé de manière durable la question de la sécurité. Et donc en parlant de mise en œuvre, la mise en œuvre avait bel et bien commencé. Du mois de juin au mois de décembre, nos équipes se sont rendues aux États-Unis au moins 5 fois, où ils ont eu l'occasion, dans le cadre du mécanisme conjoint des coordinations de la sécurité prévu par l'accord, je crois que tous ceux qui me suivent peuvent suivre dans ces documents, c'est en page 13, il y a un mécanisme qui réunit Congolais, Rwandais autour des Américains pour suivre la mise en œuvre de l'accord. Mais on a comme l'impression que ça piétine, parce que depuis, vous avez dit, depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui,
on a comme l'impression, c'est comme si l'accord, la reconnaissance des Kagame, c'était seulement pour les beaux yeux des Américains. L'accord ne piétine pas du tout. Ouais. Vous savez, madame, nous voulons ici apporter une solution définitive à une crise récurrente qui dure plus de 30 ans. Vous savez, c'est que 30 ans représentent dans une vie. Et donc, il est tout à fait évident que les présidents rwandais, coutumiers des combines, pensaient encore que cette fois, ils pouvaient, malgré la signature, continuer avec ces méthodes du passé. Et vous aviez suivi que les Américains avaient prévenu, les Américains avaient averti. Il faut regarder l'ampleur des sanctions qui ont été prises. Oui. Ce n'est pas des sanctions contre les individus, c'est les sanctions contre l'armée rwandaise. L'armée rwandaise, quelqu'un dirait en anglais que c'est les bedrock du système du président Kagame. Ça veut dire que tout le pouvoir rwandais, l'exercice du pouvoir, y compris au plan économique, est détenu par son armée. Et son armée, aujourd'hui, ne peut plus commercer en dollars. Son armée qui pouvait parfois accepter des rôles de mercenariat de part et d'autre, ne peut plus être dans ces rôles commerciaux. Il les a rejetés. Il les a rejetés. Parce que la question... Il les a rejetés. Le fait on les qualifiait d'injustes. Le fait pour le président Kagame de qualifier ces accords d'injustes ou de les rejeter n'a aucun impact sur leur application. Du fait qu'il avait déjà signé. Parce que vous avez déjà suivi, suivi que l'Union européenne a décidé de ne plus financer le projet ou le soutien militaire qu'il donnait au Rwanda dans le cadre des opérations au Mozambique. C'est qu'aujourd'hui, le président rwandais sait, et c'est pour ça qu'il est particulièrement agité depuis la signature des accords de Washington, il sait que c'est le début de la fin de ses aventures au Congo. Et cette fois-ci, bien au-delà de la détermination du président de la République, nous avons un médiateur qui dispose des leviers, parce que si le président rwandais avait de la considération pour la médiation africaine, ici, c'est encore une nouvelle occasion de rendre hommage au président angolais, parce que c'est lui qui, au départ de l'action des initiatives de paix, et même ce texte qui vient de Washington, trouve le cœur dans ce qui s'est fait à Luanda. Si le président Kagame avait de la considération pour les médiations africaines, je crois qu'on aurait déjà la paix restaurée dans l'Est de la RDC. Mais ceci dit, aujourd'hui, il ne peut plus, il sait qu'au-delà de la manipulation, au-delà des campagnes mensongères, il sait qu'il ne peut plus bouger jusqu'à ce qu'il aura rempli sa part. C'est ici l'occasion. Et en attendant, il gagne du temps. C'est comme si il gagnait du temps. Et ce temps élastique profite à qui? Justement, le temps qu'il pense gagner, c'est le temps qui ouvre les malheurs. Ne souvenez-vous de lui-même qui disait qu'ils aillent en enfer, c'est qu'il lui promettait des sanctions. Mais aujourd'hui, ce qui va se passer sur l'armée rwandaise aura un impact. Peut-être pas tout de suite, hein. Les sanctions sont arrivées début mars. On verra dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, s'il gardera la même posture. De toute évidence, lui, il est coutumier de mentir à son peuple, de mentir à son opinion. Alors, pour en venir sur le deuxième volet de votre question, on pourra peut-être aller plus en profondeur les moments venus. Mais nous sommes allés en février. Souvenez-vous qu'on est parti pour le National Breakfast Prayer avec le président. Il y avait dans les cadres de l'accord de partenariat stratégique avec les Américains, la première réunion du comité directeur conjoint. Parce que lorsque nous avons signé l'accord avec les Américains, nous avons convenu d'un mécanisme qui va nous permettre de fonctionner. Et ces mécanismes comprennent 5 délégués du gouvernement congolais et 5 délégués du gouvernement américain. Le premier travaux eu lieu en février, où nous avons présenté ce qu'on appelle réserve d'actifs stratégiques dans le langage de l'accord, c'est pour ça que je vous conseille de le lire, qui permet aujourd'hui, nous sommes en attente donc, de voir les entreprises américaines se prononcer sur les différentes initiatives qui ont été proposées. Mais en attendant, je dois dire que dans les cadres justement de cet accord, il y a quelques jours, j'ai rencontré les responsables d'une société américaine qui s'appelle Virtus, qui a racheté une société minière ici qui s'appelle Chemaf. Et donc, cette opération est à inscrire justement dans les cadres de la mise en œuvre du partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique, qui permettra aux Américains de pouvoir s'approvisionner directement sur des ressources qui sont critiques pour leur économie et qui nous permettront de dégager des ressources et de créer l'emploi. En parlant des sanctions, justement, monsieur le ministre, est-ce que vous estimez que ces sanctions sont suffisantes ou il faut aller à un autre niveau, Écoutez, plus haut, au niveau international? Il y a une volonté qui est clairement exprimée par le monde entier. La volonté du monde entier, c'est de voir la paix être restaurée dans l'Est de la RDC. Et le monde entier est au courant. Et ce ne sont pas les mensonges ou les campagnes mensongères menées
par le président rwandais qui fera changer les faits. Les faits sont clairs aujourd'hui. C'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo et la République démocratique du Congo ne veut pas se battre. Aucun texte. Non, on arrivera sur ce sujet-là. Ouais. Mais il est évident aujourd'hui, cher Ambroise, que le président rwandais n'a plus aucun argument. Et que si il ne s'acquitte pas de ce qui a été signé ici, à la face du monde, ceux qui sont les médiateurs dans les cadres de l'accord tireront les conséquences. Et les Américains ont déjà annoncé que c'était une première vague de sanctions. Vous vous souvenez de l'histoire du pharaon dans la Bible, hein, avec les 10 plaies. Sûrement qu'il durcira son cœur, mais plus il durcira son cœur, plus les sanctions seront plus fortes. Parlons un peu du président rwandais Paul Kagame lors de la commémoration des 32e commémoration de génocide qui ont débuté le 7 avril dernier. Le président rwandais a fait un appel auprès des partenaires rwandais de rejoindre le Rwanda dans le combat contre l'extrémisme. Comment est-ce que vous jugez ce narratif du président rwandais en l'état actuel de relations entre la RDC et le Rwanda? Je ne sais pas, cher Ambroise, si aujourd'hui il y a encore quelqu'un qui accorde un crédit à ce que dit le président rwandais. Au-delà de personnes qui l'obligent à se lever lorsqu'il parle ou des personnes qui l'obligent à applaudir. N'avez-vous pas remarqué que le président rwandais, en tout cas depuis quelques mois, avec tout ce que nous avons déployé comme stratégie, à tout point, sur tout le plan, autour du président de la République, n'avez-vous pas remarqué qu'il a perdu totalement sa sérénité? J'aime à le dire et je le répète encore, quelqu'un à Kinshasa dirait qu'il est en mode pétage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de crédibilité à accorder à sa parole parce qu'un président de la République, il y a bien de choses qu'un président de la République ne peut pas dire. Il a promis l'enfer à ceux qui pensaient à raison qu'il devait sortir ces militaires de notre pays. Et donc aujourd'hui, il est bien difficile d'accorder du crédit à ce que le président rwandais dit parce que c'est contradictoire avec les actes qu'il pose. Le premier extrémiste de la région, c'est bien évidemment lui. Si vous voulez vous en faire des cœurs nets, allez au Rwanda. Même si, au nom d'une prétendue unité nationale, il a supprimé les tribus, plus de Tutsi, plus de Hutu, plus de toi, mais de Rwandais, regardez sa société, comment elle est stratifiée. Comment un président qui se présente justement comme quelqu'un qui veut une unité contre l'extrémisme, comment lui, c'est les premiers qui stigmatisent les communautés d'un autre pays. Au nom de quoi et sur base de quel principe le président rwandais se présente comme les protecteurs de la communauté Banyamulenge? Vous avez déjà suivi à maintes reprises les membres de cette communauté dire qu'ils n'y ont jamais donné mandat. Sur quelle base, lui, il peut s'arroger cette prérogative de se dire que je dois protéger la communauté dans un pays? Cher Ambroise, on a 9 pays voisins, on a des tribus riveraines avec tous ces 9 pays. Si chaque fois qu'il y a des difficultés avec les Babemba du côté du Haut-Katanga là-bas, s'il y a des difficultés avec les Rondes, avec l'Angola, avec les Bateke, avec le Gabon, le Congo-Brazzaville, est-ce que ces chefs d'État doivent venir intervenir comme lui le fait avec toute son armada pour tuer d'innocentes populations? Donc il est évident aujourd'hui que non seulement qu'on ne peut pas accorder du crédit au discours que le président rwandais tient, mais il est évident que lui-même, c'est le portrait de l'extrémisme. Monsieur le ministre, cette question, je vous la pose quand même, parce que vous avez parlé des communautés, vous avez parlé des Tutsis. Il y a une vidéo de vous qui circule dans les réseaux sociaux, où on vous entend dire, c'est une vidéo de Télé 50, on vous entend dire que les femmes de l'Est sont victimes des Tutsis, quelque chose comme ça. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette vidéo? Non, écoutez d'abord, j'ai parlé violence des tout types. Ah, tout type. Tout type. Tout type. Et non tout type. Non, pas du tout. Okay. Alors, je veux revenir là-dessus. C'est pour vous donner justement une illustration de l'ampleur de la panique ou du désespoir qui règne dans le gouvernement rwandais, de manière générale. Comment quelqu'un qui se présente comme ministre de l'unité peut, lui, se référer. Vous savez, cher Ambroise, je ne sais pas dire si c'est ça, c'est ma 40e interview depuis le début de cette guerre. Je ne sais pas si c'est 200, si c'est 300. Donc, et comme
vous pouvez être sûr ce soir que vous serez particulièrement suivi au Rwanda. Parce que toutes les prises de parole de Patrick Muyaya sont scrutées. Parce qu'il faut à tout prix trouver de peau sur ma tête sans cheveux, comme vous pouvez le voir. Et donc, ils se sont inventés une histoire à renfort justement d'intelligence artificielle d'une armée des trolls pour venir tronquer la vérité. De toute évidence, nous, le président de la République, et ça repasse tous les jours sur la télévision nationale, est les premiers remparts contre toute forme de discrimination. Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a 450 tribus. Moi-même qui vous parle, j'ai des origines lualabaises par ma mère et des origines kassaïennes par mon père. Donc nous sommes tous un mélange de toutes ces tribus, ce qui fait la diversité et la beauté de ce pays. Et donc aujourd'hui, que le président rwandais cherche la petite bête pour justifier justement son narratif mensonger qu'on a suffisamment déconstruit. Et donc aujourd'hui, aucun Congolais, aucun Rwandais averti ne peut croire à ce qu'ils disent, parce que nous, dans les discours que nous tenons, que ce soit le président de la République, que ce soit la ministre des Affaires étrangères, que ce soit toutes les autorités de ce pays, nous tenons compte justement du fait qu'on doit respecter notre diversité et du fait qu'on ne peut pas propager un discours de haine. Mais parce que c'est un prétexte qui leur permet de justifier ou de surfer sur les génocides qu'il y a eu au Rwanda. Je rappelle que c'était un génocide rwandais. Cette précision est de taille pour montrer que nous, Zaïre de l'époque, on n'a jamais joué un seul rôle. Et pourtant, il indexe la République démocratique du Congo. Et je reviens encore pour dire, nous avons condamné dans les termes les plus fermes ces génocides, cette violence inouïe. Qu'on ne vous trompe pas. Nous, ce type de violence, c'est inacceptable. Et donc, nous ne sommes pas des négationnistes comme certains au Rwanda veulent faire croire pour essayer de justifier leurs mensonges devenus récurrents, de toute façon avec des disques rayés au bout de 32 ans. Mais ici, il est évident que ce qui était génocide au Rwanda s'est transformé en République démocratique du Congo dans une forme beaucoup plus monstrueuse. C'est les faits. Si vous lisez l'histoire, on en a connu des génocides entre-temps en RDC, on en a connu des crimes de guerre, on en a connu le crime contre l'humanité. Tout ce que vous pouvez imaginer comme abominable a été fait en République démocratique du Congo par les Rwandais à travers ses supplétifs ou ses fils, comme des récurrences depuis 30 ans. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on entend le président Kagame ou lorsqu'on entend ces sbires, il n'y a aucune personne crédible qui ne peut accorder une quelconque attention à cela. Nous prenons l'unité de toutes les communautés, autant avec notre communauté Tutsi, autant avec les communautés Hutu. Je les réunis de manière régulière dans ces bureaux et c'est pour montrer que nous ne sommes pas dans la haine. Au contraire, c'est le président rwandais qui est le premier porteur de la haine dans la région et au bout d'un temps, ceci va se répercuter contre lui fort malheureusement. Et pour revenir un peu à l'extrémisme dont il parle, est-ce que vous estimez qu'il parle il indexe l'FDLR pour justifier ses actions au Congo? Bon, écoutez, d'abord, cher Ambroise, il faut qu'on se dise une chose. La violence, lorsque vous la sémez, vous ne pouvez que récolter la violence. Lorsque vous sémez la paix, vous devez récolter la paix. Moi, j'observe que le président rwandais, dans son modus operandi, ça ne se fonde que sur la violence. Regardez le Rwanda aujourd'hui. Au-delà de ce qu'on voit dans la façade, mais est-ce que les Rwandais sont libres? Est-ce que les médias sont libres? Est-ce que les opposants peuvent s'exprimer? C'est un régime de répression, c'est un régime d'oppression, c'est un échec en termes de réconciliation nationale, c'est un échec en termes de vivre ensemble. Parce que les gens, finalement, ils font semblant, parce que si vous ne faites pas semblant, vous vous faites chicoter, vous vous faites tabasser. Et donc, aujourd'hui, sur la question des FDLR, c'est qu'il faut savoir d'abord. Les FDLR, c'est qui? Les FDLR, ce sont des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. C'est un mouvement qui a commencé en 1994. En 1994, si ma mémoire est bonne, le président rwandais avait 37 ans. 1994. Aujourd'hui, il en a combien? 69 peut-être? Et les FDLR dont il parle, pour la plupart,
C'est des hommes de sa génération. Alors, comment imaginer que depuis 32 ans, ces hommes sont toujours aussi forts Et nocif. aussi fort et nocif pour perturber. Monsieur le ministre, c'est un mot qui se trouve dans je l'accord, vais en arriver. dans les connotes. Je vais Monsieur arriver. le ministre. Écoutez-moi, je vais arriver. Parce que le plus important dans ces sujets, il faut qu'on arrive toujours à faire une petite pédagogie et rappeler un certain nombre de faits. Nous ne dénions pas l'existence à la République démocratique du Congo des ressortissants rwandais. Ok. Nous avons aujourd'hui, à ce jour, au moins 200 000 réfugiés rwandais dans ce pays. Et donc, tout réfugié rwandais n'est pas à confondre. Évidemment, nous avons des résidus de ces groupes FDLR. C'est pour ça que nous, dans le cadre de l'action diplomatique que nous avons portée, derrière le président de la République et la ministre Akaï Kwamba, c'était de détricoter tous les 3 prétextes mensongers qui justifient officiellement la guerre, mais qui est une guerre faite pour des raisons économiques. En acceptant qu'il y a la présence des FDLR sur J'en notre arrive. sol. Discours de haine, Oui, présence des FDLR, oui. la question des réfugiés congolais abandonnés au Rwanda. Aujourd'hui, sur la question du discours de haine, je vous ai plus ou moins répondu. Aujourd'hui, les présidents de la République, moi je suis le ministre de la Communication, citez-moi un seul média congolais qui répond à un discours de haine. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mésententes dans nos communautés ici. Il en existe. On a des cas, moi-même je suis l'exemple, s'il faut se rappeler de ce qui s'est passé dans les relations Katango-Kassaïennes, ou s'il faut parler de ce qui se passe ici à côté. Ce n'est pas qu'il n'existe pas des mésententes entre les communautés, elles existent, mais elles ne se gèrent pas, elles ne se règlent pas par les armes, elles se règlent par la discussion. Et nous, l'État, nous avons mis en place un dispositif qui nous permet aujourd'hui de lutter contre tout type de dérapage de discours de cette manière-là. Ça, c'est un principe qui doit être noté. Alors, pour en venir sur la question des FDLR, comme j'ai dit, il y a des réfugiés rwandais. Autant, il y a des FDLR qui est arrivé, parce que si vous avez ces 200 000, vous pensez qu'ils sont venus quand? Ils sont venus pour la plupart après les génocides rwandais de 1994. Et donc aujourd'hui, sur la question des FDLR, on a fait au moins 5 ou 6 opérations militaires. Nous-mêmes, et parfois avec le Rwandais. Souvenez-vous de ce qui a fait partir l'honorable Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale en 2010. Parce qu'il y avait cette décision de faire des opérations conjointes avec l'armée rwandaise pour combattre. Si vous lisez d'ailleurs récemment, le président Kagame lui-même, dans son interview dans Jeune Afrique, reconnaît, n'est-ce pas, que eux, au M23, là où ils sont, le fils M23 et le père Rwanda, ils s'occupent, ils traitent la question des FDLR. N'oubliez pas qu'il y a eu l'AFDEL, s'il faut commencer par là. L'armée avait même à l'époque été dirigée par un Rwandais, James Kabarebe. Ils n'ont pas réglé le problème. Il y a eu les RCD. Pendant 2-3 ans, ils ont dirigé toute la partie Est. Il n'y a pas eu de résolution dans le problème. Comprenez qu'aujourd'hui, Oui. parce qu'avec les Rwandais, n'oubliez pas qu'il y a un ambassadeur au Rwanda, le tout dernier, qui a dit que les FDLR ne représentaient pas une menace pour le Rwanda. Il a dit ici, c'est public. Et vous allez voir que comme le président Kagame est doué dans la malice, maintenant il parle plus seulement de la présence des FDLR, parce qu'il sait que c'est un prétexte que nous allons détricoter comme on a détricoté. C'est là qu'il a dit dans les Jeune autres. Afrique, Il ne me commence- demandez pas de lever les mesures défensives On va y si arriver. vous ne demandez pas, vous On ne va y demandez pas à la arriver. RDC de On faire va y ça. part. arriver. Et lui, d'ailleurs, quand il parle, par exemple, de la question... Aujourd'hui, il rajoute l'idéologie génocidaire. Comment vous évaluez, chère Ambroise, Madame Josette, une idéologie génocidaire? Comment lui, il l'évalue? Et cette idéologie génocidaire, qui est imaginaire pour lui, comment vous faites pour y mettre fin en massacrant des paisibles citoyens congolais ici? Simplement parce que vous les confondez aux FDLR, qui sont ses frères rwandais. Je suis désolé, lorsque vous êtes président de la République, vous avez aussi la tâche de gérer vos enfants qui sont égarés. Et donc nous, aujourd'hui, nous estimons, dans le cadre de notre action, que la question des FDLR doit être réglée. C'est qu'il en reste. Mais nous observons aussi en pratique, et c'est acté à Washington, que la plupart des résidus de ces forces sont dans les parties du territoire sous occupation rwandaise. Ce que nous, on a convenu, c'est qu'ils doivent commencer à se retirer pour que nous puissions traiter la menace.
et traiter la menace aujourd'hui, l'objectif c'est lesquels? Parce qu'il est prévu de faire une forme de sensibilisation, parce que ce sont des gens qui vivent sûrement à des endroits où il y a des compatriotes, etc. L'objectif aujourd'hui, c'est de s'assurer que leurs activités hostiles vis-à-vis de leur propre pays, en partant du territoire congolais, puissent s'arrêter et qu'ils puissent, eux, retourner au Rwanda. Le commencement de la neutralisation, monsieur le ministre. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. La neutralisation, c'est le point final. Ok. Mais il y a un processus qui doit arriver. Et nous avons pris cet engagement. Nous allons le faire. Parce qu'ici, il est question de débarrasser le Rwanda de ces prétextes-là. Ce sont des citoyens rwandais. Ils peuvent être réfractaires. Ceux qui seront réfractaires au processus, parce que ces gens-là, ils doivent faire la reddition. Ils doivent retourner au Rwanda. Même si on disait, on va faire des opérations, mais vous n'allez pas réussir à tous les avoir. S'ils ont des enfants, s'ils ont des membres... Non, leur place, c'est au Rwanda. Ça veut dire que nous, dans le cadre de notre engagement à Washington, nous allons faire ce qui est convenu, mais il faut qu'au niveau du Rwanda, le président Kagame s'apprête, comme par les passés, à recevoir ses compatriotes FDLR sans les recycler et les renvoyer faire la guerre au Congo comme il aime faire depuis des années. Et donc pour nous, je tiens à rappeler ceci, ce qui a été prévu dans l'accord de Washington, nous allons l'appliquer pleinement pour nous assurer que nous avons débarrassé la région de ces prétextes-là. Mais je vous ai aussi alerté pour vous dire qu'en réalité, le président Kagame, lorsqu'il évoque l'idéologie génocidaire, c'est une autre manière de dire que moi, s'il n'y a plus des FDLR physiques au Congo, je dois les voir de manière imaginaire pour me permettre de garder mes forces en territoire congolais. Donc, ce que vous appelez mesures de défense, c'est en langage diplomatique une forme pour eux de camoufler la présence de leurs militaires et de leur matériel dans notre territoire de manière tout à fait illégale avec la commission des crimes qui sont suivis. À cette allure, on ne voit pas comment on peut encore envisager une coopération sécuritaire entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, que ça soit une réussite. Non, écoutez, la question, madame, lorsque vous lisez ce qui était prévu à Luanda, à la fin de la guerre, lorsque la paix sera restaurée, le Rwanda sera toujours là. Et ici, je dois rappeler que le président de la République a fait un choix de grandeur depuis son arrivée aux responsabilités en 2019. Non pas parce qu'il n'était pas au courant du comportement du Rwanda spécifiquement, ce qui concerne nos minerais ou son attitude inutilement belliqueuse, mais parce que le président de la République, en exemple de leadership, connaît la grandeur de ce pays. Et il a estimé que nous pouvons justement faire preuve de grandeur en nous élevant et sans oublier évidemment ce qui s'est passé pour penser qu'on peut construire une nouvelle relation avec le Rwanda. Parce que quoi qu'il advienne, cher Ambroise, le président Kagame, c'est un humain. Donc, à un moment ou à un autre, comme nous tous, il lui arrive de réfléchir, de se remettre à question. Et donc, il y a les enfants rwandais d'aujourd'hui qui ne sont pas ou qui ne doivent pas payer le prix du comportement du président Kagame aujourd'hui. C'est pour ça que nous continuons de dire que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais parce que nous savons que le peuple de la région a mieux à faire que se battre. Il y a tellement des opportunités à développer ensemble qu'on ne devrait plus parler des rhétoriques de guerre comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, quand on aura la paix, quand on aura réuni les conditions pour que chacun s'y tienne là où il s'y tienne, évidemment, on passera par une étape de normalisation des relations. Et c'est peut-être en ce moment-là qu'on pourra re-envisager une coopération sereine. Est-ce pour ça qu'il y a cette carte du fils Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, qui il aurait été reçu à Kinshasa? C'est à vous de le confirmer. Kagame en parle. D'abord de un, s'il faut faire un commentaire là-dessus. Vous savez, dans la dernière sortie du président Kagame, il s'est encore une fois tiré une balle dans les pieds parce que la bouche qui parle beaucoup pêche. Il a reconnu officiellement
que le Rwanda a ouvert ses frontières, que le Rwanda accueille des gens sans foi ni loi qui se présentent comme des gens qui veulent faire chuter un régime démocratiquement élu dans un pays voisin. C'est extrêmement grave. En plus du fait qu'il a un de ses derniers fils encore, parce qu'il en a plusieurs, des fils des criminels, on y reviendra, un de ses derniers fils qui s'appelle le M23. Ah. OK. Le M23, oui, c'est une filiation diabolique, parce que le M23 n'existe que par la volonté du président rwandais. Le M23, qui est là, déjà, commettant de crimes, mais il fait une interview, il reconnaît. Vous avez vu que son fils aîné, le président honoraire, c'est son fils aîné. Aussi. Lui, c'est le fils aîné. On aura l'occasion, si vous souhaitez, d'élaborer. On va en parler. D'élaborer davantage. Mais d'abord, la question moi, sur la question la question de Jean-Luc, j'observe avec vous. D'abord qu'au Rwanda, il y a encore besoin de justice. N'oubliez pas qu'avant les événements malheureux qu'on continue de déplorer jusqu'à aujourd'hui, en l'occurrence les génocides rwandais, a été précédé par un attentat. Dans cet attentat, il y avait 2 chefs d'État. Le Burundais, Cyprien Ntaryamira, le Rwandais, Juvenal Habyarimana, avec 3 membres d'équipage français. Je n'ai jamais entendu que justice a été faite pour eux. Je crois aujourd'hui que ce soit la famille du président Habyarimana ou la famille du président Ntaryamira, ils ont aussi droit à la justice. Parce que la justice doit être faite pour tout le monde. Première chose. Deuxième chose, moi, je n'ai jamais entendu le fils du président Habyarimana être un chef de guerre. Pour le temps, quelquefois, on voit tous passer des tweets sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai jamais lu appeler à faire tomber les régimes du président Kagame. Lui, s'il prône la paix et la réconciliation nationale au Rwanda, où est le problème? Parce que pour le président Kagame, justement, il veut lui régner sur un pays réconcilié. Pourquoi il garde certains Rwandais en dehors du Rwanda? Et pourquoi il veut priver à ces Rwandais la liberté de mouvement? Cheikh Habyarimana, à ma connaissance, il n'habite pas en RDC, je ne sais pas où il habite. Mais s'il peut venir en RDC, il peut avoir des amis ici en RDC. Parce que, tel que je vous disais tout à l'heure, le Rwanda sera toujours là. C'est comme un frère, même si pendant autant d'années, vous ne vous parlez pas. Mais le jour où vous aurez un deuil en famille ou un mariage en famille, vous allez vous voir, vous allez vous asseoir. Mais le président rwandais oriente ça vers la préparation d'un autre génocide dans son pays. Ça, c'est justement le mensonge recyclé, les disques rayés. Parce que, vous savez ce que ça veut dire? Un génocide. Et vous pensez que ces messieurs-là est en mesure de le faire? Il n'a jamais que eu... Nous, République démocratique du Congo, oui, qui voulons la paix, on a, nous, intérêt à soutenir des initiatives de ce genre. Ça, c'est de l'agitation pure et simple. Instrumentalisation? Mais écoutez, c'est le président rwandais qui est coutumier des imaginations de ce genre. Ce n'est pas tout le monde qui réfléchit en termes de déstabilisation des régimes des pays voisins. Pas du tout. La République démocratique du Congo n'a jamais été dans cette tradition et les présidents de la République non plus. Donc, il ne peut pas voir en un sujet rwandais quelqu'un qui pense à refaire un génocide. Il ne peut pas penser que chaque fois qu'un Congolais parle avec un Rwandais, les Congolais et les Rwandais planifient d'aller le sortir du pouvoir. Non. Il devrait se raviser, se remettre en question et regarder qu'il a échoué dans l'objectif de la réconciliation nationale, qu'il a laissé des Rwandais en dehors de ses plans et qu'il doit se raviser pour ramener les Rwandais, parce que les Rwandais ont leur place au Rwanda, qui qu'ils soient. Cette affaire peut-elle influencer les relations RDC-Rwanda d'une manière ou d'une autre? La question, c'est qu'est-ce qu'il faut influencer, qu'est-ce qui reste de la relation? Parce que peut-être il y a d'autres Rwandais qui pensent venir ici en République démocratique du Congo et parler aussi de la paix qu'ils pourraient envisager dans leur pays. Je rappelle qu'ici, oui,
Le président de la République l'a déjà dit et redit. Nous, on n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Ok. Il ne faut pas regarder, cher Ambroise, si vous avez des amis au Rwanda, il ne faut pas les regarder comme vos ennemis en pensant à leur président. Pas du tout. Parce que beaucoup de Rwandais sont aussi prisonniers du système mis en place par leur président. N'oubliez pas que les Rwandais n'ont pas la liberté de parole que nous avons. Ça veut dire que ces sortes de frustrations qu'ils ne peuvent même pas, y compris, exprimer à travers les réseaux sociaux. Parce que si vous osez l'exprimer à travers les réseaux sociaux, vous pouvez vous faire arrêter. Et vous savez ce qui va arriver. Donc c'est un peuple qui vit dans le traumatisme. Nous, nous sommes un pays grand, cher Ambroise. Et c'est cette grandeur que nous devons toujours porter en nous. Et c'est cette grandeur-là qui doit toujours nous guider, y compris dans le choix de la transcendance avec le voisin belliqueux que nous avons. Dans les moments venus, il faut qu'on se remette à l'évidence et nous dire que les peuples de deux pays ne doivent pas être emprisonnés par les humeurs du président rwandais. Je termine en vous donnant un exemple. Mai 2021, éruption du Nyiragongo. À Goma, l'éruption fait des dégâts et à Goma et à Gisenyi au Rwanda. C'est un rappel naturel que les deux pays, les deux peuples sont unis. Et c'est même pour ça que dans la signature des accords de Washington, dans l'annexe à l'accord de paix, il y a ce qu'on appelle cadre d'intégration économique régionale. Parce que lorsqu'on aura fini avec les questions sécuritaires, lorsqu'on aura restauré la paix que nous voulons durable, on pourra parler d'économie et voir comment on explore ensemble les opportunités qu'il y a, comme nous l'avons avec d'autres pays voisins dans la région. Revenons un peu sur l'ancien président Joseph Kabila. Tout à l'heure, vous l'avez identifié comme le fils aîné du président rwandais, tout en sachant que votre narratif de père à fils a été aussi récupéré par le ministre rwandais des Affaires étrangères qui a qualifié la RDC de père, the FDLR de fils. Alors, le président Joseph Kabila, à votre avis, serait-il vraiment le vrai responsable de la FCM 23 ou non? Alors, d'abord, si je peux me permettre un petit commentaire sur le ministre rwandais des réseaux sociaux. Un ministre des Affaires étrangères ne se comporterait pas comme il se comporte. Il aurait même pu dire alors, mais donner des droits d'auteur. Parce que c'est mondialement connu que l'expression père et fils est venue de moi. Et donc, lorsque il ose prêter une expression qui n'est pas la sienne, mais qui donne des droits d'auteur. Et un autre truc, c'est un exemple pour vous dire qu'ils sont dans un disque rayé. En réalité, leur narratif, il est totalement déconstruit. Ils ne savent plus quoi dire. Et ils commencent à s'inspirer de nous, mais de la pire de manière. Les FDLR, c'est des Rwandais. Ils sont venus du Rwanda. Les FDLR existent depuis, qu'on vient de dire, 32 ans. Est-ce que le président Tshisekedi était au pouvoir il y a 32 ans? N'oubliez pas, cher Ambroise, que le président de la République a hérité de cette guerre. Et lui est venu avec la détermination d'y mettre fin, une fois pour toutes. Et nous allons y arriver. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais nous allons y arriver et parce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure déjà de voir le bout du tunnel. Nalinga la Toroloba Kagama Komina Souka. Alors, pour en venir à la question du président honoraire, Oui, pourquoi je Joseph parle du fils aîné? 94 génocides, 96, il y avait quoi? AFDEL, non? Oui, l'entrée de l'AFDEL. Qui commence en 96. Qui était derrière l'AFDEL? Allez-y, monsieur le ministre. Qui était derrière l'AFDEL? C'est pas le Rwanda? Lorsque l'AFDEL arrive à Kinshasa, qui dirige l'armée? C'est James Kabarebe, n'est-ce pas? Mzee à son âme. Il a, lui, très vite, renoncé à cette filiation diabolique. Mzee, il a perdu sa vie comme un héros qui est célébré chaque année. Moi, je me pose la question de ce qu'aurait été sa réaction à voir son fils
retourner au Rwanda, à voir son fils cohabiter avec un mouvement qu'il a combattu comme commandant suprême, à voir son fils aujourd'hui, dont la sécurité dépend du Rwanda. Il faut qu'on garde à l'esprit, chère Ambroise, la notion de l'histoire. Il faut qu'on arrive à la lire parce que il y a quelque chose qui a clairement dysfonctionné. C'est ça les liens qui dit Joseph Kabila à je l'FCM23? vais y arriver. Il y a quelque chose qui a dysfonctionné. Parce que lorsque vous avez été ancien président de la République, il y a une loi qui vous donne des obligations. Quelles que soient ses frustrations, sûrement qu'il en a eu des frustrations. Mais vous ne pouvez pas, parce que vous êtes frustré, renoncer à vos devoirs, au serment que vous avez prêté. Parce que ce que lui fait, c'est de la trahison vis-à-vis de l'État qu'il a incarné. C'est incompréhensible que lui qui a combattu les M23, lui qui a vu des militaires perdre la vie pour combattre les M23, qui est dirigé par les mêmes qui ont tué des militaires, que lui a envoyé au front, qui soit avec eux aujourd'hui. C'est une contradiction inacceptable. Et là d'ailleurs, chère Ambroise, mais pourquoi on reparle de fils aîné? Mais on comprend pourquoi on n'a jamais réussi à restaurer la sécurité dans l'Est du pays. Certaines difficultés que nous avons rencontrées, ou que le président de la République a rencontrées dans l'armée, viennent de là. Il aurait aidé le Rwanda à consolider son assise au Congo. Comment pensez-vous alors? Autrement, comment vous l'expliquez? Vous pensez que les contacts alors avec le Rwanda ou les M23 ont commencé maintenant? C'est pendant qu'il était au pouvoir? Mais il est évident aujourd'hui, nous sommes en droit de questionner les choix, certains choix qu'il avait faits lorsqu'il était là. Il est donc évident aujourd'hui que son attitude, depuis qu'il a brisé, comme les Kinois aiment dire, l'université de Kara, février 2025, suivez toutes ces déclarations. Jamais il n'a condamné le Rwanda, qui est pays agresseur, reconnu. Si il ne veut pas se fier au service du pays ici qu'il a dirigé, mais il peut se référer aux différents rapports, Nations Unies, Union européenne et tous ces pays occidentaux. C'est évident que lui, de par ses discours, de par son attitude, c'est le fils aîné. Il vient même avant l'AFCM 23. Ah, il vient avant l'AFCM. Mais c'est pour ça qu'il est le fils aîné. Je vous ai rappelé le contexte de l'AFDEL, l'AFC M23. Il y a d'autres fils, les Red Tabara, ceux qui sèment la mort et la désolation dans les hauts plateaux, parce que le président Kagame a un talent, j'ai même envie de dire diabolique, des créations, des mouvements qui rivalisent en criminalité. Des avatars. Tous ces mouvements-là, c'est lui qui en est le père. Mais bien sûr, c'est lui le père. C'est lui qui arme. C'est lui qui donne les renseignements. Donc, ce sont des crimes familiaux. Mais lorsque le président rwandais, en parlant de l'ancien président congolais, Joseph Kabila, dit que l'AFCM 23 est un mouvement congolais auquel est associé l'ancien président Joseph Kabila, est-ce que vous trouvez que c'est accablant pour l'ancien président congolais? Écoutez, il a reconnu ce que l'ancien président n'avait pas lui-même le courage de reconnaître. Donc le père a reconnu. Il a une interview. Oui. Il a une interview que l'ancien président a accordée au New York Times, où il disait, en répondant à la question s'il avait un lien avec l'M23, il a dit en anglais que c'est stupidity. Stupidité. Mais maintenant, est-ce qu'on peut imaginer que le père de deux se trompe sur la filiation entre ses deux fils, même si le fils aîné ne veut pas assumer sa relation avec son petit frère, mais c'est son petit frère qui assure sa sécurité? Comment le président honoraire se retrouve à Goma? Qui contrôle Goma? C'est le père et les fils. En l'occurrence,
les pères ne peuvent pas se tromper. Il a dit la vérité. La vérité, c'est qu'ici, il y a une tentative dans les chefs du père de vouloir se retirer un peu pour congoliser le problème. Mais nous tous, nous savons que le conflit que nous connaissons, c'est une agression extérieure, documentée, portée par le Rwanda et exécutée par le RDF. Alors, quelles pourraient être les implications pour la cohésion nationale ici en République démocratique du Congo? Par rapport à quoi? Par rapport à la question des anciens présidents, parce qu'on doit maintenant parler de la cohésion nationale. Non, écoutez, vous savez, il y a une chose, Madame Josette. Si on veut faire la cohésion nationale, il faut avoir les cœurs disposés. Moi, j'ai fait un débat avec l'abbé Chollet et l'honorable Fayulu sur RFI. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit durant les débats que moi, je ne comprenais pas l'attitude de l'Église. Ce n'est pas parce que l'Église s'est mise dans une position où il propose un pacte que l'Église doit cesser de dénoncer les mal. Monseigneur Chola parlait de posture pastorale, je n'avais jamais entendu ça avant. La posture pastorale ne peut jamais tolérer le mal, quel qu'il soit. Et je ne suis pas sûr que si l'Église continue à dénoncer les mal, que le pacte qu'il propose ne sera plus pour autant porté. Parce que le rôle de l'Église, c'est déjà celui-là. Bon, maintenant, quand vous parlez de cohésion ou quand on parle de dialogue, nous sommes Congolais, n'est-ce pas? Oui. On dit que les linges sales se lavent en famille. En famille, n'est-ce pas? Mais le premier linge sale à laver, si on doit faire un dialogue ici, c'est quoi? C'est l'agression rwandaise, n'est-ce pas? Parce que c'est ceux qui sont venus de l'extérieur. C'est ceux qui ont emprisonné beaucoup de nos populations. C'est ceux qui occupent nos terres, n'est-ce pas? Alors, nous allons aller dans une discussion pour laver les linges sales avec des enfants qui ne reconnaissent même pas que le linge a été sali. Ambroise, vous souriez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème. Le président de la République a déjà plusieurs fois dit sa disponibilité pour aller au dialogue. Mais on a besoin de faire ce dialogue avec des Congolais qui sont patriotiquement congolais, si je peux me permettre l'expression. C'est ça la condition. On doit faire les dialogues avec des Congolais qui sont dékagamisés. Ah, vous ne pouvez pas amener, vous ne pouvez pas amener les Congolais dans un dialogue entre Congolais avec un esprit kagamisé. Ça veut dire qu'ils seront là, mais ils ne seront là que pour écouter et être de traîtres au service du Père. Et c'est justement ça qui a fragilisé pendant longtemps notre armée. Et c'est justement ces comportements que nous ne voulons pas. Et donc, pour le dialogue qui viendra... Finalement, ils ne seront pas partie prenante. En tout cas, les uns et les autres, ce que je dis, ce que je vous dis me paraît logique. Vous et moi, nous partageons l'opinion que si on veut laver les linges à la famille, on doit être en mesure de reconnaître les mains. Les uns et les autres doivent se repentir et venir dans ces dialogues-là, le moment où il sera organisé, avec une idée, une seule, faire gagner les Congos. Vous savez, je terminerai par là. J'ai parlé tout à l'heure des frustrations qu'aurait pu avoir le président sortant. Mais il n'y a aucune frustration qui doit dépasser les serments que lui a signés. Rien ne peut expliquer que vous avez dirigé les Congos pendant 18 ans. Vous avez combattu les M23 à plusieurs cycles. Qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez à table avec ceux que vous avez radiés de l'armée. C'est une contradiction qui est inacceptable. Pour le reste, il y a les travaux que le président Lorenzo fait dans les cadres du dialogue qui se prépare. Le moment venu, on verra ce qu'il en sera. Monsieur le ministre, le temps qui nous a été imparti est en train de finir. Il y a un débat au sein de l'opinion congolaise sur le dispositif d'accueil temporaire des migrants, des pays tiers en RDC. Que prévoit, monsieur le ministre, parce que nous sommes en face de vous, vous êtes porte-parole du gouvernement, que prévoit ce dispositif d'accueil temporaire des migrants? Bon, écoutez, il ne faut pas d'abord tomber dans les pièges des réseaux sociaux. Parce qu'il y a toujours cet effet d'exagération.
Et vous savez, et moi je rigole hein, tous les soirs, je vais dire ceci, je sais que les Rwandais qui suivront cette émission doivent savoir que je ne lis pas leurs commentaires. Vous lisez pas leurs commentaires? Pas du tout. Parce qu'ils n'ont qu'une seule chose. On qualifie ça de décharge migratoire. Je vais y arriver. Je vais y arriver sur la question. Mais ici, je parle de la pollution. Nos réseaux sociaux sont pollués. Heureusement que nous avons trouvé des remèdes, comme le poison rwandais. C'est connu, ce que nous appelons poison rwandais, c'est la désinformation. Toute l'invasion informationnelle que le Rwanda nous fait, aujourd'hui, nous savons le reconnaître. De manière désespérée, ils essayent de travestir mon expression qui n'a rien à voir avec le peuple rwandais, mais qui illustre les méthodes utilisées par le régime rwandais pour infiltrer les secteurs informationnels de notre pays. Nous allons y mettre fin. Et c'est en cours parce que les Congolais ont déjà compris qu'ils ne vont plus continuer à se prêter à ces jeux. Parce que nous sommes un régime démocratique. Hein. La guerre médiatique est ouverte. Non, elle n'est pas ouverte, elle est même finie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui n'a pas conscience de l'agression rwandaise. Il n'y a aucun Congolais qui ne sait pas que le Rwanda ment. Il n'y a aucun Congolais qui ne sait pas que le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. Évidemment, il y a des défis qui continuent. Parce que si les Rwandais avaient une certaine sérénité, leur ministre des réseaux sociaux ne copierait pas mes expressions. Leur ministre des réseaux sociaux et tous les ministres rwandais qui se plaisent à me mentionner sur les réseaux sociaux, ils n'auront jamais des réponses de ma part. Au contraire, c'est illustratif du sentiment, du désespoir, parce qu'ils sont perdus. La vérité, nous l'avons. Et c'est la vérité qui nous permet de faire de progrès dans ces combats. Et c'est la vérité que nous avons amenée pour parler maintenant de la question des migrants. Nous-mêmes, nous avons fait un communiqué pour expliquer que nous allons mettre en place un dispositif d'accueil des ressortissants de pays tiers. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Que la République démocratique du Congo va, dans un temps défini, accueillir des migrants qui vont venir des États-Unis. C'est des personnes qui seront en transit. Elles ne vont pas s'installer en République démocratique du Congo. Ce que nous allons faire comme opération sera totalement maîtrisé et sous contrôle. Cela ne coûte rien au gouvernement congolais. Mais pourquoi avoir accepté du moment où nous sommes en guerre? Non, ne mélangeons pas les choses. Nous sommes en guerre, effectivement, mais nous avons aussi, dans les cas de nos rapports avec d'autres États, des obligations ou en termes des relations. Ici, en l'occurrence, il y a eu une requête du gouvernement américain à laquelle nous avons accédé dans des conditions bien précises et qui est coordonnée avec l'OIM, donc l'Organisation internationale de migration, pour nous assurer que les droits de ces personnes qui seront en transit à RDC seront respectés. Le nombre limité, les personnes qui seront... ce n'est pas toutes les personnes que nous allons prendre, parce qu'il y a un travail qui s'est fait au niveau du ministère de l'Intérieur, de la DGM. Ici, il faut que les uns les autres le sachent. C'est que nous, gouvernement, avec le président de la République, pour les intérêts du Congo, on ne négocie pas. Il n'y a aucun acte que nous pouvons poser qui contrarie les combats que nous faisons pour la dignité du Congo, la restauration. Parce que les Congolais se posent des questions par rapport au temps. Ils vont prendre combien de temps au Congo? Ils seront là indéfiniment? Non, ils ne seront pas là indéfiniment. Ils seront là pour un intervalle de temps assez réduit. Le temps justement que ces organisations de migration s'organisent pour que les uns les autres retournent dans leurs pays respectifs. Donc ici, c'est que je dois dire, pas de panique. Donc il n'y aura pas d'implication sécuritaire ni financière de la part de la RDC. Il n'y a aucune implication de ce type-là qui ne soit prise en charge par la RDC. C'est-à-dire que s'il y a des implications financières, c'est totalement pris en charge par le gouvernement américain. Et qu'est-ce que la RDC gagne? Et donc, dans cette question, nous avons pris le soin, la Première ministre avait pris le soin d'en informer les parlements. Les deux présidents de chambre ont été informés de cette initiative qui va durer
un intervalle de temps assez Ça rentre dans le cadre de la coopération entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, parce que Ambroise a demandé tout à l'heure que gagne la RDC. Ici, en l'occurrence, Oui. il faut savoir que nous avons des rapports diplomatiques avec les Américains qui sont antérieurs à ce que nous avons convenu. Ici, il y a eu un besoin à leur niveau de voir comment traiter cette question des ressortissants de pays tiers. Ils nous ont demandé, dans les cas de rapports diplomatiques, nous avons dit oui, pour un intervalle de temps précis, dans des conditions précises, avec les financements qui viennent avec de leur part, pour nous assurer que ceci ne nous perturbe pas et ne nous déséquilibre pas. Il faut que les uns et les autres puissent s'apaiser. Il faut que les uns et les autres ne tombent pas dans les pièges. Parce que vous avez vu cet accord, cher Ambroise. Il y a des gens qui ont dit que nous avons bradé nos ressources. Il y a des gens qui ont dit que nous avons signé des contrats pendant 99 ans. Vous verrez jamais. C'est pas repris ici. C'est pas repris, je vous conseille de le lire. Pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est parfois facile de désinformer. Vous êtes spécialiste, vous êtes journaliste, cher Ambroise. La désinformation qui peut partir de vous devient forcément une information pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en vous, Ambroise, on reconnaît une certaine autorité. Vous avez été formé, vous avez étudié, et lorsque vous donnez une information, les personnes moins averties se disent que M. Ambroise Mamba ne peut pas mentir. Mais il s'y trouve que dans le cas de la crise que nous connaissons, certaines personnalités congolaises, malgré leur parcours académique ou leur position, se prêtent volontairement au jeu de la désinformation. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts politiques à assouvir. Et nous, dans le cadre du travail que nous faisons, avec les médias, avec les organisations de la société civile, avec les fact-checkers, un type de journalisme que nous encourageons pour contenir et protéger notre écosystème de ces désinformations. Pour revenir aux migrants des pays tiers, Monsieur le ministre, qu'attendez-vous pour amorcer le processus de ratification de cet accord? Mais il n'y a pas de ratification à faire. Il n'y a pas un accord qu'on a signé pour... non, pas du tout. Ça veut dire que c'est une demande qui est venue dans les cas des relations. Nous avons pris le soin d'en informer le Parlement. Il ne s'agit pas ici d'un traité de paix ou d'un traité de commerce qui requiert une ratification au Parlement. Non, pas du tout. Nous avons tenu compte de tous ces aspects. Ici, vraiment, le message, c'est que les uns et les autres doivent nous faire confiance. Il n'y a aucun acte qui n'a été posé qui ne contrarie les valeurs humaines que nous devons tous promouvoir et protéger et qui expose, outre mesure, la sécurité de Congolais. Une question sur la francophonie, parce qu'on est presque à la fin. Une question sur la francophonie. On a candidaté au secrétariat général de l'OIF. Où est-ce qu'on en est, monsieur le ministre? Écoutez, notre candidate, Madame Juliana Lumumba, vous l'avez Elle vu, fait des tournées. elle était avec mon collègue délégué à la francophonie en train de faire de tournées. Ils ont commencé par les pays africains et ils ont commencé une étape européenne pour présenter le projet qu'elle porte. Et ici, il est évident que tout le monde le sait, que l'avenir du français se joue y compris en République démocratique du Congo. Nous sommes peut-être les deuxièmes pays en termes de locuteurs après la France, peut-être même le premier, je n'ai pas les dernières statistiques, mais la proportion de l'accroissement démographique en RDC fera de la RDC le pays où le français est le plus parlé au monde. Aujourd'hui, le français, c'est à peu près 396 ou 400 millions de locuteurs. La République démocratique du Congo représente le quart, plus ou moins, et c'est un potentiel qui va aller crescendo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, contrairement à ceux qui pensent, parce que je vois des commentaires dans ce sens, nous, on ne peut pas, que ce soit sur la question du français, que ce soit sur la question des critical minerals, des minerais critiques, que ce soit sur les questions du football. Le Rwanda est un pays périphérique. Nous, on ne peut pas nous mettre en compétition avec le Rwanda sur ces sujets-là, très en bas de l'échelle. Donc aujourd'hui, il va de soi que la République démocratique du Congo, qui a présenté un projet qui n'est pas à réduire comme les autres veulent le faire, comme si c'était une confrontation, pas du tout. Nous, notre candidature, nous la portons une candidature de conviction et nous avons une candidate qui sait de quoi il s'agit,
en plus d'avoir un patronyme des pères fondateurs. Et donc aujourd'hui, nous comptons justement à travers la campagne qu'elle fait, rencontrer les différents pays qui vont voter. Et en coulisses, peut-être le président de la République fait un travail aussi de la francophonie des peuples. Oui. Il faut s'assurer que les peuples francophones soient au courant de projets portés par notre candidate et de comment la République démocratique du Congo veut apporter sa part dans la réforme ou dans l'avenir de cette organisation qui nous relie autour de la langue française. Voilà, Monsieur le ministre, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais je ne voudrais pas terminer cette émission sans pour autant faire allusion à cette qualification des léopards, 52 ans après cette qualification. Cette victoire est-elle symbolique et sur quel plan? Elle est symbolique sur tous les plans, j'ai envie de dire. En commençant cette émission, je vous ai dit pour la première fois dans l'histoire, on venait démobiliser 1,250 milliards à travers des eurobonds. C'est vous donner une indication de comment la situation économique évolue positivement en République démocratique du Congo malgré la guerre. Lorsque moi je parle du changement de narratif, voilà des actes qui vous prouvent que le narratif a été de changer, est en train de changer. Et la victoire des léopards, c'est le couronnement de plusieurs efforts. Dans cette victoire, cher Ambroise, qu'est-ce qu'il faut voir? D'abord, une célébration de notre unité. Regardez ces jeunes joueurs. Ils viennent de partout. Ils viennent du Congo central, ils viennent du Kivu. L'unité nationale. C'est l'exaltation de l'unité nationale, premièrement. Deuxièmement, c'est illustratif de notre esprit combatif. On a perdu en face du Sénégal ici, septembre, très triste. On était à 2 doigts de la qualification. Après, nous avons eu le Cameroun. Vous connaissez les Cameroun, de réputation footballistique. On a eu les Nigériens. Vous connaissez les Nigériens. On a eu la Jamaïque. Vous avez vu comment tous ces matchs se sont déroulés. C'est cet esprit des léopards que nous devons tous porter. Et c'est cet esprit des léopards qui nous guide. Et c'est pour ça que cette crise, cette guerre qui dure depuis 30 ans, on va la gagner. On a attendu 52 ans pour arriver à la Coupe du Monde. Mais là, cette guerre, on attendra plus longtemps pour que la paix puisse être reconquise. Et c'est cet esprit qui doit tous nous guider. Savoir qu'il n'y a pas de fatalité en réalité. Le coup le plus important dans la vie, j'aime à le dire souvent parce que je suis amateur de golf, le coup le plus important dans la vie, c'est toujours le coup qui suit, les coups qui viennent. Ne restez pas sur un passé douloureux. Au contraire, utilisez ces ressources pour vous permettre de mieux construire l'avenir. Et c'est tout ce que nous faisons avec le président Tshisekedi. C'est tout ce que nous faisons avec la première ministre dans notre gouvernement. Et ce qui est arrivé avec les léopards, c'est la preuve justement que lorsque vous avez la discipline, lorsque vous avez le travail, lorsque vous avez la consistance, en anglais on dit ça consistency, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez, vous avez la discipline, vous avez la consistency, vous avez la patience, vous arrivez forcément à la réussite. Donc vous combinez patience, travail, hard work, patience, travail, discipline, vous arrivez au succès. Et c'est ce qu'on a fait avec les léopards et c'est ce que nous ferons partout. Et donc ici, c'est vraiment l'occasion de féliciter les joueurs, de féliciter le coach et tout le monde qui s'est impliqué. Qui ont réussi et qui ont reçu Oui. des véhicules que d'aucuns qualifient de pouvoir mener une politique de 2 poids, 2 mesures, oubliant peut-être que les léopards ont fait rentrer des devises dans les trésors publics. Écoutez, madame, je ne voudrais pas aller dans cette polémique.
Parce que parfois nous-mêmes, il faut qu'on sache nous remettre en question sur un certain nombre de sujets. Aurions-nous digéré une défaite ce soir-là? Quel est le Congolais, patriotiquement congolais si je veux ajouter, qui aurait été content de notre élimination? Aucun. Alors, la dimension symbolique de cette victoire, après 52 ans, le prestige que le pays gagne, parce que nous allons pour la première fois en Coupe du Monde. En 1974, je n'étais pas né. Je n'étais même pas un projet. Je ne sais pas si vous étiez déjà né. Moi non plus. Moi, j'étais déjà non là. plus. Oui, mais Je venais de naître. Je ne sais pas si vous aviez de souvenirs de cette époque. Nous n'étions pas nés. Est-ce que ce n'est pas beau que nous soyons témoins de cette histoire? Je n'entrerai pas dans les débats qui ont suivi, que je trouve quelque peu malsains. Parce que rien de ce qu'on peut donner à ces joueurs n'est équivalent à l'honneur qu'ils ont fait au pays, n'est équivalent au prestige que les pays gagnent de pouvoir se hisser à ces niveaux. Il faut éviter d'aller toujours dans des comparaisons. Ce n'est pas parce que nous avons des défis à relever dans tous les secteurs, y compris dans les secteurs sportifs, qu'on ne doit pas satisfaire ou donner des cadeaux symboliques à nos héros. Il faut savoir reconnaître nos meilleurs et les encourager. Pour ceux qui critiquent, je comprends. Encore une fois, cher Ambroise, c'est aussi ça la démocratie, les uns et les autres. Mais moi, je pose deux questions. Si nous étions éliminés, comment aurions-nous vécu cet affront? Et que les gens me disent, est-ce que les cadeaux qu'on leur a donnés est proportionnel à la fierté du pays qu'ils ont réhabilité? Voilà, la réponse est dans les questions que vous venez de poser. Monsieur le ministre, nous vous remercions d'avoir accepté de vous livrer à cet exercice. Dans tous les plans, nous avons balayé toutes les questions liées aux enjeux géopolitiques de l'heure. Et je crois que, bon, en ce qui concerne les briefings que vous organisez, vous avez dit tout à l'heure que vous allez recevoir le ministre des Finances, oui, ouais, normalement, pour vous parler. Voilà. Alors, nous pensons que vous avez pu satisfaire la curiosité de tous les Congolais qui nous suivent en ce moment et que les Congolais matures doivent apprendre à pouvoir suivre. Vous aussi, vous avez des expressions. Attention, les Rwandais vont vous les Parce que votre émission sera tellement suivie qu'ils vont sûrement copier de vous. C'est pas plus mal, hein, Ouais. pour autant qu'ils copient des bons exemples. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Il y a toujours à dire quand il s'agit de la République démocratique du Congo, mais au moins il faut reconnaître au président de la République, à la Première ministre, à notre gouvernement de manière générale, cette disponibilité à toujours être présent pour répondre à vos questions, pour vous donner des éléments d'éclairage. Vous savez, le mot redevabilité a véritablement trouvé son sens. Et dans la démocratie, c'est même un profond sens de respect pour ceux qui nous votent, que d'être constamment devant lui pour lui dire les choses telles qu'elles sont, y compris lorsque les choses sont difficiles. Et c'est ça notre marque déposée. Et c'est ça qui montre aussi que le Congo, sous la direction du président Tshisekedi, est effectivement en train de changer. Merci beaucoup, Ambroise. Merci beaucoup. Merci, Josette. On se retrouve à la prochaine occasion, monsieur le ministre. Avec plaisir. Merci. D'accord.